Merci de cette invitation qui constitue pour moi une sorte de retour aux sources, parce que mon investissement dans l'environnement du texte numérique, en fait, il s'est vraiment cristallisé dans une aventure qui s'appelait le groupe de travail sur le poste de lecture assistée par ordinateur de la mission de préfiguration de la Bibliothèque nationale de France, et dans lequel, avec des gens comme Jean Gattegno, qui était à l'époque le directeur du livre et de la lecture, qui venait de l'être, et qui est directeur scientifique de la mission de préfiguration, Alain Giffard, Bernard Stiegler, Christian Jacob, Bazin, directeur de la BPI, qui était directeur de la bibliothèque municipale de Lyon, puis de la BPI, on essayait de travailler à qu'est-ce que ça serait l'espace de travail d'un lecteur dans une bibliothèque numérique. En fait, cette bibliothèque, une bibliothèque très fortement ancrée dans les contenus numériques. Cette bibliothèque, elle n'a pas existé comme on le supposait au départ de ce travail, mais ce travail était fondateur, et d'ailleurs la plupart des gens qui ont participé à ce groupe continuent à travailler sur ces sujets. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de situer les travaux de votre journée dans un contexte un peu plus large, bien qu'il faille que je le fasse dans un temps relativement réduit. Donc je vais vous parler, avant que vous plongiez dans les actions concrètes qui sont finalement l'essentiel, sans lesquelles rien n'aurait de sens, je vais essayer de situer une sorte d'écosystème dans lequel il n'y a pas seulement les logiciels libres, il y a aussi les contenus libres, on en a déjà parlé, mais il y a aussi toutes sortes de droits fondamentaux d'accès et d'usage de la culture qui s'appliquent, y compris à des contenus qui ne sont pas formellement déclarés libres, et qui sont extrêmement importants, d'autant plus qu'ils sont souvent en état de siège, pas tant, d'une certaine façon, des fois directement attaqués, mais souvent plutôt grignotés par l'évolution des technologies et des services. Alors, je vais vous parler à la fois comme éditeur et auteur. En fait, maintenant, je suis le président de la maison d'édition Publinet. Et je suis auteur à la fois d'essais et de littérature, mais je vais vous parler aussi sur la base de mes travaux comme analyste du monde numérique et comme constructeur d'outils de lecture et d'annotation pour différents médias, qui étaient bien sûr en logiciel libre, je vous rassure. Les acteurs qui ont organisé cette journée. Alors, commençons il y a 10 ans. Donc on est en 2006. Et ça fait 20 ans que je m'engueule amicalement avec Christian Thorel, qui est le fondateur et patron de la librairie Ombre Blanche à Toulouse, sur qu'est-ce que le numérique pourrait être dans l'espace de l'édition, de la librairie, des bibliothèques. Et comme il n'est pas trop rancunier, il édite un numéro spécial des Cahiers de la librairie, le journal du syndicat de la librairie française, sur le livre à l'ère du numérique, et il me propose d'écrire un texte dedans. Et comme vous pouvez voir, c'est le seul numéro des Cahiers de la librairie qui est épuisé. Et c'est un exemple très intéressant, puisqu'il y a toute une série de textes en dehors du mien qui sont fort intéressants dans ce numéro, et que, bon, peut-être avez-vous les Cahiers de la librairie dans votre bibliothèque, mais pour la plupart des lecteurs, ils n'y ont à l'heure actuelle aucun moyen d'accéder à ces textes dont l'intérêt particulier est qu'ils ont été écrits avant les e-books, et donc tel qu'on pouvait imaginer une autre trajectoire du développement du texte et de la lecture numérique. Alors, dans ce texte, je défendais la synergie entre le livre papier et le texte numérique, à condition que l'accès à ce dernier se fasse dans une optique d'accès et de partage libre. J'affirmais également que le développement de l'écriture numérique et de l'axe lecture numérique se traduirait
par une revalorisation et un développement de l'interaction face à face et de la performance comme élément central de l'activité des auteurs et de la rencontre des auteurs et des lecteurs. Alors ça m'a valu une opposition relativement unanime, c'est-à-dire que ce texte a été détesté par ceux qui voyaient dans la naissance du texte numérique la mort de la création et de l'édition, dont, entre parenthèses, comme ça a été bien souligné par l'intervenant de la région, Umberto Eco ne fait pas vraiment partie, bien malgré la phrase qu'il a, parce qu'il était un adepte tout à fait enthousiaste de l'écriture numérique. C'est tout à fait autre chose qu'il critiquait. Mais ça m'a aussi valu les critiques sévères, y compris de certains de mes amis, qui au contraire voyaient le numérique, y compris dans ce qui est devenu sa caricature propriétaire, comme quelque chose qui allait reléguer le papier au rang d'une curiosité ou d'un marché de livres collector. Heureusement, il y a une autre livre digne de division qui est apparue et qui a dominé les années suivantes et qui est beaucoup plus intéressante. Elle sépare ceux qui ont une vision du numérique comme un simple canal de diffusion ou comme un équivalent homothétique du livre papier. C'est, disons, une sorte de remplacement du livre de poche par une version moins chère du livre, mais qui a le même modèle de page, qui a le même... Et donc, d'un côté, ces visions simplement canal de diffusion et la vision des gens qui considèrent l'écriture sur le web comme un espace de création natif. Alors, Publinet, la maison d'édition qui a été fondée par François Bon et que j'ai maintenant l'honneur de diriger, en fait, nous ne sommes pas un éditeur numérique, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Nous sommes un éditeur de la littérature et des formes littéraires qui se développent dans l'écriture littéraire sur le web. Et ces formes littéraires, en fait, ont diffusé, y compris chez des tas d'auteurs qui n'ont pas du tout de pratique de publication sur le web. Donc aujourd'hui, nous sommes ancrés dans cet espace de création natif, mais ensuite nous diffusons sur tous les canaux, que ce soit le livre papier, les e-books et des diffusions directes sur le web. Alors où on en est aujourd'hui, après cette histoire complexe, je crois qu'on peut dire qu'on est encore dans une grande confusion, et donc il faut s'approcher pas à pas de l'écosystème. Alors, il y a 3 ou 4 ans, quand j'ai commencé à prendre la décision fatale de m'impliquer dans Publinet, j'ai essayé de dire, bon, qu'est-ce que c'est l'univers, une espèce de cycle qui va de la création à l'édition, à la distribution, à la médiation. Donc c'est centré en fait sur qu'est-ce que c'est les activités éditoriales. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas directement de place pour les bibliothèques dans ce schéma qui illustrait un article que j'ai écrit sur mon blog, sauf que bien sûr, elles interviennent en particulier dans la médiation et la recommandation, mais d'une certaine façon, elles pourraient apparaître comme simplement un peu en bout de chaîne. Elles archivent, elles donnent accès, alors, si on veut dépasser tout ce qui manque dans ce schéma, il faut rajouter ce qui manque. Et ce qui manque, bien sûr, c'était les auteurs et les lecteurs, donc les personnes, et dont les bibliothécaires font partie également, mais aussi les outils et les services sur le web qui permettent aux gens d'écrire et aussi d'annoter, aussi de réutiliser du texte, et puis, comme je l'ai déjà dit, la performance. Et puis évidemment, les archives, les bases de données et tous les mécanismes d'intermédiation entre des usagers et des contenus qui se
se développe sur ce plan-là. Le problème, c'est que là, si avec ces visions élargies, on se demande où sont les bibliothèques là-dedans, et bien là, je vous inviterai à considérer que en fait, eh bien, elles sont partout, mais qu'elles ne sont nulle part en maîtrise de l'environnement dans lequel elles agissent. Là, dans le domaine de l'indexation, du catalogage, de l'archivage, de la préservation à long terme, de la numérisation, c'était leur territoire traditionnel de compétences, mais il aura été disputé par deux catégories d'acteurs, une à laquelle on pense tout le temps, qui sont les grands intermédiateurs de Google en particulier, mais aussi les intermédiateurs pour d'autres types de contenus, et aussi des intermédiateurs de type Amazon, mais aussi des projets sociétaux, l'Internet Archive, le projet Gutenberg, Wikisource, qui sont des projets qui, à l'initiative de collaboration entre citoyens, développent leurs propres approches des archives, des bases de données, par exemple, si vous prenez la musique, il y a eu des normes qui ont été développées semblables un peu aux normes qui entourent l'ISBN et l'ISSN, et il n'y a pas 1% des disques qui sont réellement documentés dans ces normes. Et en fait, dans les ID3, les petits champs qui sont associés aux MP3 qui sont partagés dans différents réseaux, il y a beaucoup plus d'informations, de métadonnées qu'il y en a dans les disques, les données fournies par les éditeurs. De la même façon, si vous regardez la musique, l'Internet Movie Database, ça vient d'un type tout seul qui a construit au départ un répertoire d'informations sur les films. Ces projets sociétaux, il y a eu des efforts cohérents de rapprochement entre les bibliothèques et ces projets sociétaux. Un des exemples les plus diffusés publiquement est celui de la collaboration entre la BNF et Wikisource sur la post-numérisation des livres, donc la production des représentations en plein texte des livres numérisés. Mais en réalité, il y a aussi des exemples locaux très importants, par exemple autour de la bibliothèque municipale de Lyon. Alors, même ce domaine disons, de compétences classiques, il est aujourd'hui une compétence partagée avec des acteurs, et des acteurs, disons, dont les préoccupations ne sont pas celles qui, dans toutes les exposés introductifs, ont été affirmés, c'est-à-dire l'accès à la rencontre des livres, l'accès de tous à la lecture et à la culture, et la capacitation qui va avec. Si on balaye rapidement les composantes de ce nouvel environnement, prenons d'abord les livres, parce que les livres, c'est plus du tout la même chose dans l'univers numérique, et notamment, on a toléré de passer de la possession. Je rappelle que quand la reine Anne d'Angleterre a fait le Queen Anne Act en 1709, ce qu'il y a écrit dessus, c'est vesting the rights in books in those who publish them and those who own a copy. C'est-à-dire, c'est une loi qui va donner les droits sur les livres à ceux qui les éditent
et à ceux qui en possèdent une copie. Hein. Et ce côté et à ceux qui en possèdent une copie, il a été très très oublié dans l'évolution ultérieure du copyright et du droit d'auteur également. Qu'est-ce qui a remplacé la possession? Eh bien, c'est une permission temporaire sous surveillance. Hein. C'est-à-dire, c'est une licence. Donc, on vous affirme que vous n'avez pas acheté un livre numérique, vous avez acheté une licence vous autorisant à lire et à faire des actions limitées et contrôlées par des dispositifs techniques, et une licence qui est associée à des mécanismes qui capturent des données sur ce que vous faites et qui les exploitent pour des fins qui ne sont pas les vôtres. Ensuite, si on prend bon, j'ai déjà parlé de ce qui se passe dans l'univers de la numérisation de l'interaction des notices. J'y reviendrai tout à l'heure en concluant sur un exemple concret qui sera l'essentiel de ce que je veux vous laisser dans votre mémoire. Mais ensuite, il y a les lecteurs. Parce que, alors d'abord, les lecteurs, comme ça a été très bien dit, il y a... en 1944, il y a un grand livre qui décrit la mort de la lecture par mort de l'attention. En fait, je pense que si on monte plus loin, on en trouvera d'autres. Aujourd'hui, ce qu'on a vécu, c'est surtout une extraordinaire croissance de l'écriture. C'est-à-dire quand Olivier Donat a fait son étude sur les pratiques orales des Français, elle a montré une baisse statistique des pratiques de lecture qui en fait n'a rien d'étonnant, mais elle a surtout montré qu'en 15 ans, le nombre de gens qui écrivent des textes et qui les rendent publics à destination de tous a doublé. Donc, en fait, ce qui se passe quand on va... moi, je visite beaucoup de bibliothèques. J'utilise peu les bibliothèques dans leur fonction classique d'accès aux livres, mais par contre, je visite beaucoup de bibliothèques. Je m'intéresse beaucoup à l'architecture des bibliothèques et des médiathèques. Et une des choses qu'on voit, c'est que les bibliothèques sont des espaces de travail, d'échange et parfois d'innovation. Hein. Et que donc, c'est très frappant. Moi, j'étais par exemple, je sais pas, un truc qui s'appelle le Rolex Learning Center à l'EPFL, qui contient la médiathèque de l'EPFL. Ce qu'on voit, c'est des gens, des étudiants, là, en l'occurrence, qui travaillent en buvant des coups, d'ailleurs, la malbouffe intégrale, mais ils sont... si vous allez dans des endroits très riches et comme le FFL, mais qui ont plus essayé disons, qui n'ont pas recouru à Rolex pour construire leur centre, même si c'est une magnifique architecture, vous voyez par exemple la bibliothèque du département de littérature de John Hopkins à Baltimore. Il y a trois espaces. Il y a un espace où il n'y a que des ordinateurs, alignés, on dirait, les salles de cours pour apprendre à servir des logiciels. Il y a un espace qui est Silent Room, s'il vous plaît, ne gênez pas la lecture, avec des tables de lecture. Et puis, il y a un truc qui a l'air d'un café, mais en fait, c'est un espace de travail pour des petits groupes. Donc, c'est évidemment, fais attention, c'est pas John Hopkins qu'on fait la communauté d'agglo de Béziers. La fonction d'être un lieu d'accès aux livres pour des publics qui n'ont pas accès ailleurs, elle reste évidemment centrale et importante, mais néanmoins, si on pense en termes de capacitation, organiser la bibliothèque comme espace de travail et d'échange, ça a du sens. Et en fait, là où on a résisté à l'usage de la bibliothèque comme espace de travail, c'est-à-dire quelqu'un qui vient avec son ordinateur, qui se connecte à un Wi-Fi ouvert par Internet et qui va travailler sur toute autre chose que les livres qu'il y a autour. Hein. Si on résiste à ça, en fait, on empêche la rencontre avec les livres. Alors que si on l'accepte, alors il y a aussi la rencontre avec les livres qui se développe. Maintenant,
les bibliothèques ont été, dans l'histoire, des lieux d'invention des outils, de l'écriture, de la mise en forme des textes et des techniques de lecture. Parce qu'il y a toujours eu des techniques de lecture et les commonplace books, prendre des outils, prendre des notes. Les commonplace books, c'était des carnets de notes, hein, et avec des lecteurs que vous n'aimeriez pas avoir aujourd'hui dans vos bibliothèques, hein, parce que parfois ils étaient armés d'une paire de ciseaux pour couper les passages, hein, et les coller dans leur carnet de notes. Hein. On parle des gens qu'aujourd'hui on célèbre comme des grands philosophes, hein, pas de voyous. Donc, la bibliothèque comme espace de travail, le projet dont je parlais au début, c'était un projet d'essayer de restaurer la fonction d'exploration. On peut dire que le labo de la BNF aujourd'hui fait un peu de ça, sans doute trop au contact de l'état actuel des technologies, pas assez dans l'indépendance pour penser ce qui serait souhaitable, mais c'est des rôles très importants. Je pense que si les espaces culture multimédia qui ont été créés pendant le ministère de Catherine Trottmann et puis qui ont vécu un peu partout, en fait, il y a une sorte d'activité d'espace culture multimédia à l'intérieur des médiathèques qui fait sens. Ensuite, il y a les auteurs, les performances et les autres formes de médiation. Et là, ils sont essentiels parce que aujourd'hui, la rencontre des livres passe par la rencontre des auteurs. Donc, si vous lisez un petit livre de Paul Furnel, un écrivain de l'Oulipo qui s'appelait La Liseuse, quelque chose comme ça, et qui est une critique corrosive mais quand même sensible du livre numérique, et ben dedans, il décrit d'abord la situation de ce qui se passe sur le livre papier. Et il dit, les auteurs aujourd'hui vont chercher les lecteurs un par un dans les caves de librairie. Hein. Et ça, c'est notre expérience quotidienne d'éditeurs et d'auteurs. Hein. C'est-à-dire, on a des chercheurs. Et c'est quand par hasard on a été en chercher suffisamment un par un dans des rencontres, des signatures, des animations dans des bibliothèques, que parfois on atteint un public plus large. Pour cela, il est essentiel que les bibliothèques bénéficient d'un certain nombre de droits que quand, avec Lionel Morel, un bibliothécaire, on a écrit les éléments pour la réforme du droit d'auteur et des politiques culturelles liées, on affirmait des droits pour les individus, et puis à un moment donné, on s'est réveillé, on a dit, mais on est en train d'affirmer des droits pour les individus qui vont faire que les bibliothèques, avec leur mission de service public et de service du bien commun, vont avoir des droits inférieurs à ceux dont on demande la réalisation pour les individus. Et donc, on a fait un volet que Lionel Morel a rédigé pour la création de droits collectifs, de droits pour les institutions, et en particulier des droits à la performance publique, mais bien sûr aussi des droits supérieurs à celui que la loi sur les livres indisponibles attribue aux bibliothèques, qui sont essentiellement des droits à l'heure actuelle de servir de prestataires de services à des éditeurs pour la réédition. Alors, comment les bibliothèques, dans cet environnement, et avec la modestie de leurs moyens, la difficulté à assumer les missions qui sont déjà les leurs, l'élargissement des horaires, c'est très noble, mais le problème, et c'est très noble et très nécessaire, mais en même temps se pose le problème de quand c'est qu'on a le temps d'arriver à investir de nouveaux territoires. Eh bien, je pense que c'est là que le livre peut jouer, le livre dans un sens très large, peut jouer un rôle clé dans la reprise en main du destin des bibliothèques. Et je voudrais insister sur une distinction entre la liberté de facto, hein, de fait, la liberté de faire des choses si on veut les faire, et la liberté de droit, c'est-à-dire celle qui dit, où il y a une loi qui dit vous avez le droit de faire ça. Hein. Parce que
dans le monde numérique, en fait, la liberté de facto, elle est essentielle. Hein. Le web, c'est devenu un espace de partage comme il n'y en a pas d'autre, même si aujourd'hui la partie partageable du web est concurrencée par des tas de parties pas partageables, sans que jamais les gens disent il institue des droits au partage sur leur contenu. Ça m'a amené à dire la constitution du web, c'est CTRL-C, CTRL-V, CTRL-U, enfin, ou Apple, pomme-C, pomme-V, pomme-U, si vous êtes dans l'environnement d'Apple. C'est-à-dire, c'est simplement, il y a une page web, je peux la copier, je peux la coller ailleurs, je peux regarder quelle est sa source, pour refaire une page qui ressemble ou pour comprendre comment ça marche. Et ces libertés de fait, c'est elles qui sont le plus attaquées. Et cette attaque est en fait une attaque contre ce qui faisait la noblesse de la tradition du copyright et du droit d'auteur conjointement. C'est-à-dire, en fait, le droit d'auteur, ça disait, ben voilà, il y a des droits exclusifs, il n'y a que des gens qui les ont, mais ça n'empêchait personne de rien faire. Hein. Si vous pouvez prendre un livre et que vous voulez aller le déclamer dans la rue en faisant payer les passants, ben, vous le faites. Hein. Et si quelqu'un trouve que vous avez exagéré, il faut qu'il vous fasse un procès. Aujourd'hui, on a une situation tout à fait différente. C'est-à-dire, on a décidé d'avance et mis en œuvre par des techniques, qu'est-ce que vous avez le droit de faire ou pas avec des contenus. Et c'est pour ça que les contenus sans DRM sont... les licences Creative Commons, c'est immensément important. Bon, évidemment, tout ce que je publie sur le web, moi, est sous licence Creative Commons. Tous mes livres, dans leur version numérique, sont sous licence Creative Commons. Et ça ne m'a pas fait perdre une vente, je vous assure. Ça m'en a au contraire amené, bien qu'elles ne soient pas aussi nombreuses que je le souhaiterais. L'existence de contenu qui ne prédécide pas de ce que vous ferez est essentielle. Alors, à partir de là, il y a quand même des bonnes nouvelles dans cet environnement compliqué, qui sont, si vous passez dans un environnement plus libre, que ce soit de facto ou de jure, et bien quand même, vous allez vous libérer d'un immense surcoût de ce que j'appelle les dispositifs techniques et juridiques d'incapacitation. C'est-à-dire la négociation des contrats, le respect de toutes ces licences qui sont associées au bouquet de contenu dont parlait Valérie Travier tout à l'heure, tout ça. Mais et bienvenue au PNB, hein, vous allez voir. Et à part cela, je fais une petite transition vers l'essentiel dont je voudrais vous parler sur le plan concret, qui est le problème de la mise à disposition des livres numériques dans les bibliothèques. Hein. Parce que quand même, les bibliothèques, c'est quand même essentiellement un espace de livres. Hein. En fait, les mêmes problèmes se posent avec des contenus d'autres médias ou avec des contenus textuels autres que les livres. Mais à l'heure actuelle, on a une situation où en pratique, la mise à disposition par les bibliothèques des contenus numériques est très difficile. Alors, elle est moins difficile quand même qu'aux États-Unis, où il y a une grande partie des éditeurs qui refusent tout simplement de vendre des contenus numériques à des bibliothèques. Moi, j'ai mon livre Sharing, qui est un livre en anglais, est librement accessible sur le web avec une licence Creative Commons qui autorise les bibliothèques à les donner et laisser leurs usagers les copier. Et néanmoins, j'ai vendu au moins 100 versions où on a pris le PDF sous licence libre, on l'a mis dans Secure PDF, le logiciel d'Adobe qui est utilisé aussi par le PNB, et les bibliothèques américaines, elles ne veulent pas croire, leurs conseillers juridiques ne veulent pas croire qu'il y a des contenus qu'elles ont le droit de laisser leurs usagers copier. Donc le résultat, c'est qu'elles préfèrent payer $35
un truc qui est disponible gratuitement pour en acquérir une version infirme et dure à gérer qui capture des données sur leurs usagers. Hein. Donc, on a une situation qui est, là, elle est caricaturellement absurde, mais en réalité, y compris dans un pays comme la France, la situation est difficile. Donc, en fait, pour répondre à ça, François Bon avait décidé de créer une offre de catalogue global de Publinet à destination des bibliothèques et plus généralement des collectivités, mais qui reposait sur de la lecture en ligne, du streaming de lecture. Et elle repose toujours, et nous avons toujours des bibliothèques abonnées, y compris dans cette région, la petite et la grande. Mais beaucoup de bibliothécaires étaient réticents à l'idée de la lecture en ligne. Et puis, c'est une usine à gaz, hein, c'est-à-dire faire rendre possible la lecture à travers une plateforme sur Internet qui est en même temps intégrée avec le système d'exploitation de la bibliothèque. On introduit une complexité, et cette complexité, elle n'a aucune raison d'être. Donc, ce que nous avons décidé, que nous sommes en train de déployer, c'est que nous allons, en complément au PNB, parce que le PNB il a un intérêt, c'est qu'il permet aux bibliothèques d'acheter des titres individuels. On peut dire tout ce qu'on veut, mais une petite bibliothèque d'une communauté de communes, elle a bel et bien besoin de pouvoir acheter des versions numériques de titres qui sont très demandés. Moins que ça. Et donc Publinet ne part pas en guerre contre le PNB, nos contenus sont accessibles à travers le PNB, à travers notre fournisseur notre librairie en ligne qui est celle d'Immatériel, et de fait ça génère quelques dizaines d'euros à l'heure actuelle, parce que c'est en réalité très peu utilisé pour des contenus qui ne sont pas des contenus phares. Mais ce que nous voulons faire, c'est pouvoir offrir aux bibliothèques, médiathèques et collectivités une offre de catalogue qui repose sur la transmission des fichiers à la bibliothèque, la transmission des notices bibliographiques qui concernent les mêmes contenus, des contenus à valeur ajoutée et une offre complémentaire de médiation. Donc en fait, il y a une simplification considérable, mais pas totale. La simplification considérable, c'est qu'il y a une espèce de serveur FTP où à n'importe quel moment on peut, tant qu'on est abonné, télécharger tous les contenus. Et entre parenthèses, si vous êtes un jour plus abonné, vous gardez les contenus. Hein. C'est pas Spotify. Les notices. Après, je dis pas total, parce que reste le problème de l'intégration, de l'accès à ces contenus dans le système d'information interne d'une bibliothèque. Et là, on offrira, nous, dans la mesure de nos moyens et de nos compétences, un support à cette intégration. On a réfléchi à savoir s'il fallait essayer de faire une pré-intégration. En fait, la diversité des logiciels qui sont utilisés, leur complexité, y compris pour certains logiciels libres. Parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, c'est que la liberté des logiciels, c'est merveilleux d'une certaine façon. Aucun logiciel qui vise un public général ne devrait jamais être autre chose que libre, mais ça n'empêche pas qu'on peut très bien faire des mauvais logiciels libres. Et une des façons de faire des mauvais logiciels libres, c'est faire des logiciels dont les fonctionnalités et les orientations ont été définies par une communauté trop étroite. Et c'est l'exemple typique, si vous voulez, je pense que les bibliothèques sont un peu mieux loties, mais c'est des espaces numériques de travail de l'éducation dans les régions. Il y a 22 systèmes, enfin il n'y en a plus 22, enfin il y a toujours 22 bien qu'il y ait plus de 13 régions, mais n'importe qui fait un contenu éducatif en France, il
devrait être compatible avec les 22 systèmes d'environnement numérique de travail, alors que ces environnements numériques de travail n'apportent strictement rien à la pratique éducative proprement dite. Ils servent essentiellement à l'interaction entre l'administration, les professeurs et les parents et les élèves, et les élèves en dernière position. Donc, quelques-uns des problèmes. Alors, appel à vous tous. Nous sommes dans l'immédiat, on cherche un certain nombre de bibliothèques qui accepteraient d'essuyer les plâtres de cette nouvelle offre dans les 6 mois qui viennent. On démarre tout de suite. Hein. C'est pas parce que ça repose sur des techniques extrêmement simples. Quelques exemples des difficultés sur lesquelles on bute. D'abord sur les notices. Comme vous le savez probablement, il n'y a pas, contrairement à ce qu'affirment certaines personnes, de dépôt légal du livre numérique. Et c'est pas par hasard qu'il n'y en a pas. Le syndicat national de l'édition n'a pas voulu qu'il y ait un dépôt légal du livre numérique. Et que le ministère a relayé cette position. Et donc on a dit simplement il n'y a qu'à capturer les contenus sur les plateformes commerciales qui donnent accès à ces contenus. Sauf que ces plateformes, elles ont des contrôles d'accès, des DRM, et qu'en réalité, dans l'immense majorité des cas, la BNF n'arrive pas à capturer ces contenus. Le résultat, c'est que dans data.bnf.fr, vous avez, et dans les services associés de téléchargement de notices biographiques et tout ça, vous n'avez absolument pas accès aux notices des livres numériques. Et ça fait 3 fois maintenant qu'au Parlement, il y a des amendements qui sont déposés pour introduire un vrai dépôt légal du livre numérique. Un dépôt légal du livre numérique, c'est 0 coût pour l'éditeur. De toute façon, ce n'est pas un coût énorme de dépôt légal, mais il y a comme une complication de devoir imprimer une étiquette de franchise postale et envoyer un bouquin au service du dépôt légal. Et puis c'est surtout une contrainte très grande du côté de la bibliothèque qui est dépositaire. Mais pour le numérique, c'est un téléchargement en ligne en 10 minutes avec le formulaire. Donc, heureusement, nous sommes en situation de capturer ces notices à la source à travers notre librairie en ligne. Mais bon, on tombe, c'est des formats ISO 2709, donc c'est un format normalisé, ouvert, mais où il y a très peu d'outils pour manipuler en masse des notices et des choses comme ça. Et ça, c'est une caractéristique propre aussi au monde des bibliothèques. Prenez Onyx, c'est un logiciel libre derrière et tout ça, mais n'empêche, c'est une usine à gaz de servir d'Onyx, et des services liés à Onyx qui sont l'objet d'une seule compagnie canadienne, c'est quand même très cher. Donc c'est pas normal. Il n'y a pas les bénéfices du libre, souvent dans ces environnements, ne sont pas réalisés. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend des bibliothèques? Évidemment, on attend que ça soit un marché pour nous. Et c'en est un aujourd'hui. Et ça s'inscrit dans une évolution globale des marchés culturels à l'ère du numérique, qui est la remontée de l'aval vers l'amont. C'est-à-dire que les gens qui sont en bout de ligne, les lecteurs, les bibliothèques, contribuent à la soutenabilité de la création, d'une part, et des pratiques éditoriales. Et c'est une évolution qui est absolument nécessaire, parce que la caractéristique de base du monde numérique, c'est une augmentation du nombre de titres gigantesque. Parce que les gens, c'est devenu beaucoup plus facile de créer. Ça a des effets à tous les niveaux de qualité, et c'est pas juste que n'importe qui peut créer n'importe quel truc sans intérêt. Ça se traduit
En France, il y a 2,5 fois plus de titres de livres publiés, mais aux États-Unis, c'est au moins 5, et en France, ça sera 5 avec le développement de l'impression allemande. Si vous avez 5 fois plus de titres, eh ben, l'audience moyenne de chaque titre eh ben, elle va être divisée par en fait plutôt 6 à cause de la baisse du temps consacré à la lecture, parce qu'il y a des gens qui consacrent plus de temps à d'autres médias et à l'écriture. Donc, si vous avez une baisse complète de l'audience, ben, les sources de revenus, elles vont forcément, celles qui sont liées à l'audience, elles vont baisser pour chaque titre. Donc ça, c'est ce que je martèle, c'est ce que dans les discussions off, n'importe quel éditeur de n'importe quel type de contenu reconnaîtra. Simplement, ils ne veulent pas le reconnaître publiquement parce que il y a 2 réponses à cette situation. Il y en a une qui consiste à dire mais c'est pas grave, on va prendre un petit nombre de titres, on va faire une promotion hyper intensive, on fera des 3 par 4 pour des livres, des affiches sur les grands panneaux pour des livres, ce qui n'avait jamais existé avant, on fera des spots télé sur ces bouquins-là, on fera des cycles de plus en plus courts, on aura une durée de vie d'un livre qui est d'1 mois dans les marchés commerciaux, qui en plus s'appuie sur des mécanismes aussi entre éditeurs et librairies, et comme ça, on aura quelques titres sur lesquels le profit par titre restera avec une marge élevée, et puis les autres, on fera une sorte de dumping dans des offres de masse de contenu numérique avec des DRM. Donc, si vous croyez que c'est un scénario décrit par quelqu'un de mal intentionné, regardez les termes de l'accord Gallimard sur Camp sur le futur de la disparition du livre de poche, par exemple. Et demandez-vous ce que ça donnera sur les librairies. Alors on n'en est pas là en France, mais sur Camp, lui, il l'applique déjà en Allemagne. Par contre, on a des attentes aussi au-delà de simplement que ce soit une source de revenus pour un éditeur. D'abord, on sait une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, Publinet peut faire ça parce que c'est un éditeur de référence d'un certain type de littérature. Donc c'est pas absurde, on n'est pas dans la situation du paquet de contenu dont parlait Valérie Travier, c'est-à-dire si vous voulez avoir accès à la littérature numérique contemporaine d'aujourd'hui, c'est pas aberrant de s'abonner au catalogue il n'y a pas que nous qu'on faisons, mais vous avez un éventail large de ce contenu et aussi un éventail de titres accessibles, pas accessibles. Mais on sait très bien qu'à terme, ce ne sera pas comme ça. À terme, il y aura d'autres éditeurs qui, et c'est déjà le cas, aujourd'hui ils sont peu investis dans le numérique. Vous avez il y a des éditeurs comme les Al Dante, ils ont 25 ans, ils sont toujours en train de monter faire faillite comme tout le monde dans cette profession. Les éditions de l'Ogre, Nouvelle Attila, vous avez des tas d'éditeurs qui investissent de façon intelligente le numérique, même Yann Vauvert, qui le fait dans une approche plus classique du complément numérique. Donc on sait très bien qu'on ne sera pas toujours en position d'offrir une œuvre unique d'un catalogue et qu'il faudra faire de la mutualisation avec d'autres éditeurs pour que ça ne devienne pas absurde pour les bibliothèques de payer, parce que les bibliothèques ne paieront pas 12 abonnements à des catalogues comme ça. Donc on connaît cette évolution. L'autre chose qu'on attend, c'est qu'il y a des choses qu'on ne veut pas savoir, on ne veut pas savoir qui lit quoi. Et c'est très difficile en réalité quand on distribue le numérique de ne pas savoir qui lit pas. Ça demande un engagement de chaque instant pour vérifier que vos systèmes ne vous conduisent pas à savoir qui lit quoi. Or, il n'y a rien de plus intrusif dans les données personnelles. On parlait de représentant de la communauté d'Aglo tout à l'heure. Il n'y a rien de plus personnel que qu'est-ce que quelqu'un lit, et les bibliothécaires sont en posture de le savoir, mais heureusement ils ne sont pas en posture de l'exploiter d'une façon perverse. Voilà. Mais par contre, on veut savoir qu'est-ce qu'il lit.
lus. Parce que ça, c'est la vente de nos auteurs. On a un modèle de rémunération pour les abonnements qui est un modèle où on partage équitablement entre les titres et les auteurs les sommes. On les partage également. Donc ça veut dire les auteurs sont pleinement d'accord pour ça, mais par contre, ils ne sont pas d'accord pour perdre l'information clé, le signal de est-ce que ce livre est lu ou pas. Donc, on demandera dans notre nouvelle offre aux bibliothèques de nous faire des rapports sur les nombres de lectures par titre, mais pas, on laisse complètement hors de notre champ toute information sur les pratiques des lecteurs. Et puis bon, il y aura des codes de conduite aussi sur qu'est-ce que... comme c'est un fichier avec un DRM, donc les bibliothèques pourront donner accès sur leur propre machine ou sur les machines des usagers. Quand elles donnent accès sur les machines des usagers, ils pourront copier les contenus. On demandera aux bibliothèques de ne pas inciter à leur rediffusion, mais il est clair que la responsabilité de qu'est-ce qu'ils en font, elle appartient aux lecteurs et elle n'appartiendra pas aux bibliothèques. On veut faire une offre où vous aurez soit pas besoin d'un conseil juridique, soit le conseil juridique dira ne vous en faites pas, c'est pas vous qui serez responsable. Voilà, je termine par du très concret, après avoir décrit du très global. J'ai surtout parlé de la liberté des contenus, mais derrière, il y a toute la liberté des logiciels. Parce que, par exemple, un logiciel de DRM ne peut pas être un logiciel libre. Donc, si vous voulez faire du logiciel libre, il faudra que vous fassiez, que vous situiez en dehors de l'environnement des DRM. Bonne continuation pour vos travaux. Je les écouterai avec attention, mais seulement jusqu'à 15h. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соединяются.